Bonjour et bienvenue à l'heure Afro-Fierté de Fierté Montréal. Je m'appelle Félicia Tremblay, je suis directrice diversité et relations communautaires et aujourd'hui nous avons une invitée toute spéciale, notre curatrice Ouayo Duchimé. Salut Ouayo! Allô Félicia. Merci d'être là. Euh, le thème d'aujourd'hui s'appelle Pas de libération sans la libération des personnes trans noires et on va explorer ça aujourd'hui. On va aussi faire un retour sur la semaine. Comment ça s'est passé, Ouayo? Ça s'est super bien passé. Je pense qu'on a dépassé le temps à pas mal de panels, tellement les conversations fluctuaient. C'est assez intéressant de voir comment, par exemple, mon schéma de conversation se faisait tout seul, comme au naturel, sans que les autres panélistes aient vu mon détail de plan. Donc, c'était assez intéressant. Et puis, on a même discuté de part 2, donc parce que il y a tellement de choses à dire, donc c'est super excitant. Merci. En tout cas, il faut le dire, Ouayo est curatrice. Donc, tout le contenu que vous avez pu voir cette semaine faisait partie des plans de Ouayo, tous dirigés vers la reconnaissance des personnes queer noires dans notre communauté. Ouayo, qu'est-ce que ça représente pour toi, ce genre de curation-là? C'était un honneur de converser avec des personnes noires de la communauté. Ça représentait, je me sens humble d'avoir eu la chance que ces personnes acceptent et d'avoir ce genre de conversation en fait, parce que c'est aussi des conversations qu'on a à longueur d'année et puis avoir un cadre comme fierté, c'est quelque chose qui m'a rendu super heureuse. Et j'espère que ce genre de conversation va continuer à l'année longue, aux prochaines célébrations de fierté et ainsi de suite. Ouais. Moi aussi, je pense que c'est une grande première, mais c'est définitivement quelque chose à reproduire. Tu sais, c'est important de donner justement plus de plateformes aux personnes noires de notre communauté. Il y en a si peu. Euh, ouais, puis par rapport à ça, justement, pourquoi pas de libération sans libération des personnes trans noires? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on en parle? Pourquoi est-ce que ça revient tout au courant de la semaine? Pourquoi est-ce qu'on a mis l'emphase là-dessus? Je pourrais répondre à ta question sur deux volets. Le premier volet, c'est je suis toujours très intéressé à la façon dont une société traite les personnes qui sont les plus à la marge. C'est-à-dire, dans ce cas, nous avons dans une société, par exemple, québécoise, dominamment, qui est une société euh, de façon primordiale blanche, avec une culture blanche, comment les personnes noires sont traitées, et dans une société qui est généralement patriarcale, hétérosexuelle, comment on traite les personnes qui ont des identités de genre qui vont contre cet idéal patriarcal. Donc, et c'est là qu'on voit à quel point une société progresse en fait. Comment on traite nos plus démunis, comment on traite ceux qui font face à une violence plus exacerbée. Donc, dans le cadre de Fierté, je pense que Fierté, qui est une organisation qui se veut ouverte à la diversité, ouverte aux Montréalais, donc c'est important que ce genre de conversation ait lieu. Et dans le fond, c'est ça, comment sont traités. Et aussi, pas de libération sans les personnes trans noires, parce que le début de la libération des personnes s'identifiant dans le spectre LGBTQ, c'est fait par des personnes trans noires, latinx notamment. Et notre célébration des célébrations de fierté vient de leur bataille et nous ne pouvons pas continuer à lutter vers la libération de tout ce qui est LGBTQ sans le T. Justement, par rapport à ce que tu dis, souvent, plusieurs personnes ne connaissent pas toute cette histoire-là, ne connaissent pas l'implication des personnes queer trans et noires, tout ça, parce que, bon, sont invisibilisés dans les médias, on n'en parle pas. On vit dans une société vraiment où on met de l'avant toujours la blancheur de la peau et associée à la blancheur de l'esprit, si on peut dire, mais il y a eu tellement de personnes qui se sont jumelées aux batailles pour les communautés LGBTQ, qui n'ont pas été mentionnées. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette histoire-là,
de hier à aujourd'hui parce qu'on le sait, on en parle aujourd'hui parce que on n'en parlera jamais assez, puis il n'y en a pas eu de libération. Et j'adore la formulation de ta question de hier à aujourd'hui. Euh, on peut pas parler d'hier à aujourd'hui sans parler de hier. Et hier, c'était aussi c'est quand les Premières Nations détenaient les terres sur lesquelles nous étions, quand ils étaient gardiens et gardiennes des eaux des terres sur lesquelles nous sommes. Et sans parler des personnes, par exemple, spirituelles. Donc, le hier comprend aussi ces personnes. Et dans cette, quand on fait référence à hier, on peut aussi faire référence aux terres qui avant la colonisation, par exemple Mhm. tout ce qui est tout ce qui est Turtle Island, tout ce qui est l'Afrique, tout ce qui est l'Asie, ou des expressions d'identité de genre et des vies de sexualité différées de la norme hétérosexuelle et patriarcale. Et donc après, on a eu malheureusement un système dominant qui a détruit toute cette diversité. Et donc dans les années, le mouvement principalement tel qu'on le connaît dans l'histoire a commencé dans les années 50, les années 60 aux États-Unis, qui a eu l'apogée avec les émeutes de Stonewall, qui a vu en juin les toute je sais pas comment je pourrais dire ça, mais c'est comme s'il y avait une vague de libération qui a explosé, un souffle de besoin de justice qui a été lancé et ça a été, ça n'a pas pu être empêché, ça n'a pas pu être arrêté parce que quand on oppresse des personnes pour si longtemps, il y a forcément un déclenchement, comme le montre l'histoire de tout peuple oppressé pour X, Y raison, que ce soit pour des raisons sociales, pour des raisons politiques, il y a toujours un moment où il y a un ras-le-bol. Et ce ras-le-bol, du coup, a été les émeutes de Stonewall, qui et c'est pour ça que dans beaucoup de parties du monde, les célébrations de fierté ou de Pride en anglais se font au mois de juin pour commémorer les émeutes de Stonewall qui sont passées au mois de juin. Et donc, plus on avançait dans le temps, plus euh, beaucoup de personnes trans noires, latinx, dans le spectrum de la transidentité ont remarqué que les personnes justement trans étaient mis à l'écart de ces célébrations. Leur corps, leurs idées, leurs revendications ont été effacés pour euh, plaire ou complaire à plus une identité qui serait peut-être euh, cisgenre, même si elle était homosexuelle. Donc, il y a eu un moment après les événements de Stonewall pendant plusieurs années où c'était plus une fierté cisgenre homosexuelle en fait et aussi malheureusement blanche avec toujours de l'oppression qui a continué pour nos sœurs trans noires et nos frères trans noirs et heureusement que la conversation a repris depuis plusieurs années sur comment est-ce qu'on recentre ces personnes, comment est-ce qu'on recentre les identités, comment est-ce qu'on écoute leurs oppressions et comment on participe activement à démanteler leurs oppressions pour continuer toujours dans une lancée inclusive la plus possible. Mhm. Merci. Mais justement, il y a plusieurs personnes, particulièrement pas des personnes non racisées, Mhm. qui vont dire, ben là, all lives matter, puis qui vont dire, mais pourquoi tout recentrer? Puis ça revient beaucoup que pas chez tout le monde évidemment, mais chez plusieurs personnes, on dirait qu'il y a comme une peur que donner plus d'espace à d'autres communautés, ça veut dire que ces personnes-là vont perdre la leur. Pourtant, c'est pas ça que les communautés veulent. On dirait nous, on dit on aimerait avoir plus d'espace, puis certaines personnes entendent dire on veut ce qui est à moi. Tu sais, on vous demande de ce qui est à toi. Tu sais, ben, en fait, c'est pas ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Mais je pourrais répondre à la question de deux moyens. Déjà, au Lives Matter, à chaque fois, je vois, malaisant! Cette phrase est tellement malaisante. Mais en fait, comment, euh, dans l'idéal, All Lives Matter, mais ce n'est pas le cas. Dans l'idéal, All Lives Matter. Et si on chante
Black Lives Matter et si on sent Black Trans Lives Matter, c'est justement parce qu'elles ne matter pas dans la société là où C'est on ça. est. Donc c'est Mhm. ça, je sais pas, on peut pas, je- je- j'ai oublié à quelle maladie je pensais qui a été éradiquée. Par exemple, on peut pas dire euh, chickenpox matter alors que genre tout le monde est en train de mourir du Covid en fait. Tu vois, en fait c'est des parallèles comme ça que je fais et donc oui, en termes d'espace, c'est il y a deux choses. Déjà, quand une certaine frange de la société est habituée à avoir tout un espace, c'est sûr que quand on demande de partager cet espace, ça peut sembler oppressif. Mais dans le partage, ce n'est pas, il faut pas voir le partage comme j'ai une partie du gâteau moins large, mais il faut voir le partage comme tout le monde a une partie du gâteau et on ne peut, et c'est la communauté, c'est ça qui est la définition de base de la communauté au sens sociologique du terme. Donc, dire que c'est ça, on prend de l'espace et on prend de l'espace, c'est une question de justice aussi, c'est une question de justice parce que tout le monde a besoin d'être représenté et quand tout le monde sera représenté, c'est là où une société fonctionnera parce que chacun apportera de son grain de sel, chacun apportera de la façon dont il voit et en étant représenté et en étant écouté, une société où une frange de la population est moins marginalisée et moins oppressée, c'est une société qui va grandir en fait. Donc All Lives Matter, mais pas pour l'instant. Donc Black Lives Matter, Black Trans Lives Matter. Et il faut le crier vraiment en le comprenant ce qu'on veut dire en fait, en comprenant que c'est parce qu'on voit que qu'on meurt, c'est parce qu'on voit qu'on est oppressé qu'on a besoin de le chanter, pas parce qu'on a besoin de mettre sur un piédestal nos vies comparées aux leurs en fait. C'est absolument pas ça. Exact, c'est pas une question de mettre sur un piédestal. Ouais. Ouais. Puis all lives can't matter till all lives do matter. Tu sais? Donc, Définitivement, définitivement. Si nos vies sont égales, euh, enfin, nos vies sont égales, mais quand elles seront considérées comme égales, c'est là où on chantera. Mais en fait, All Lives Matter, et ce sera plus une fête qu'une revendication, en fait. Alors que là, les cris Black Lives Matter, Black Trans Lives Matter sont des cris de douleur pour nous parce que c'est c'est douloureux de voir, vraiment de voir de nos yeux, par les agressions policières, par les meurtres par la discrimination que nos vies sont mises aux écarts et qu'elles n'ont pas de valeur aux yeux des sociétés dans lesquelles on vit en fait. c'est assez complexe comme sujet à défricher, hein, parce que ça va tellement loin. Encore, il y a des gens qui vont peut-être dire, ben non, mais ça compte, comme je comprends pas. Mais on dirait qu'il y a tellement de degrés de profondeur englobant tout ça et toute l'oppression vécue particulièrement par les femmes trans noires et racisées. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut en dire plus? Comment? Euh, mais c'est ça comment on peut en dire plus. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire comprendre au monde, c'est de voir euh, en essayant de comprendre l'intersectionnalité, en fait, je pense que toute personne fait face à une oppression quelconque en rentrant dans cette société, mais donc en comprenant que toi, en tant que personne subit Y oppression, comprendre qu'il est possible que des personnes vivent 4, 5, 6, 7, 8 strates d'oppression et de comprendre là, est-ce que tu comprends à quel point la navigation de ces personnes dans ton espace, dans la ville, dans le système comme même chercher une maison, chercher un appartement, dans le système de santé, euh, aller chez un médecin alors que on n'est pas traité dans le genre dans lequel on s'identifie. Donc plein de choses comme ça que j'aimerais, je pense que c'est la solution à ça et c'est vraiment retrouver l'empathie dans la compréhension de l'intersectionnalité des oppressions. En fait.
l'empathie, ça, c'est un mot qui me sonne une cloche. Je trouve que ça manque beaucoup justement parce que on apprend énormément dans le partage d'expériences. Des fois, on a beau lire quelque chose, on entend parler, mais tant qu'on n'a pas eu une personne devant nous, humaine, tout comme nous, puis qu'on n'a pas échangé à un certain niveau, des fois, c'est vraiment difficile d'allumer cette empathie-là ou cette sympathie-là, cette curiosité-là. Donc, toi, ou Ayo, justement, tu es curatrice, intervenante communautaire, tu as été vice-présidente de l'organisation Arc-en-Ciel d'Afrique. Ça fait 8 ans aussi que tu es au Canada. Comment est-ce que comment est-ce que tu as vécu ça? Peux-tu nous partager un peu de ton bagage des 8 dernières années? Je sais que ce projet-ci, leur Afrofierté, c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Puis aussi quelque chose qui est beaucoup plus profond que simplement faire une curation pour un événement. Peux-tu nous partager un peu à ce sujet-là, s'il vous plaît? La question, quoi, la grosse, La... grosse question. Mais allez, Rien on de va moins. attaquer, Rien de moins. on va, on va attaquer le steak, on va attaquer le pavé. Mais comme pour résumer assez, je pense que je suis déjà bénie et chanceuse, et je dois le reconnaître, d'avoir choisi le Canada comme pays d'immigration. C'était vraiment un choix, comparé à peut-être beaucoup de mes sœurs, beaucoup de mes frères avec qui j'ai travaillé, qui sont venus en tant que, par exemple, demandeurs d'asile ou en tant que réfugiés. Et donc, dans mon choix d'immigrer dans ce pays, c'était il y a un marketing international canadien qui est extraordinaire en dehors du Canada où on voit Justin Trudeau se promener depuis X nombre d'années à Fierté Montréal avec le petit drapeau arc-en-ciel. Et c'est ça, donc on se dit, en tant que personne trans, on se dit, oh, papa, le Canada, j'arrive. Et c'est vraiment un challenge, en fait. C'est vraiment un challenge parce que donc nous vivons dans je sais pas, en fait. Pour moi, à mon échelle, c'est sûr que les échanges sont évidents. C'est parce que je suis une personne qui est faite d'échanges et qui est intéressée par les échanges. Mais il y a une certaine partie de la société québécoise particulièrement que les échanges, pas qu'ils sont imposés, mais ils ne vont pas vers l'échange et puis l'échange arrive devant eux. Par exemple, moi, j'arrive devant une personne québécoise qui ne s'y connaît pas peut-être en qu'est-ce c'est ou c'est le Rwanda et qui ne sait pas qu'est-ce que une identité de genre diversifiée. Donc, les premières années ont été difficiles dans le sens où je vais réaliser, ah, c'est pas vraiment le grand rêve canadien que je suis en train de vivre et dont je m'attendais. Et puis, donc, et c'est comme ça que je me suis dit, ah, il faut vraiment que je m'implique. J'ai été bénévole à Arc-en-Ciel d'Afrique, qui est une organisation qui venait en aide aux demandeurs d'asile, réfugiés, immigrants d'origine afro-caribéenne qui étaient LGBTQ+, dans le ce spectre. Après ça, je me suis impliqué dans Massimadi, qui était leur festival de films et d'art. Et dans mon implication, j'ai compris que il y a énormément à faire, surtout dans la société québécoise, parce que rien que la langue que nous utilisons, qui ne reconnaît peut-être pas le terme intersectionnalité, quand tu écris intersectionnalité sur un ordinateur, tu as une petite rayure rouge en dessous parce que ce mot n'est même pas encore reconnu, tu vois. Donc après, si ce mot n'est Ouais. pas encore reconnu, maintenant, qu'est-ce que je vais dire de l'expérience en tant que ça de l'intersectionnalité donc c'est ça. Donc ça a été assez difficile et c'est aussi beaucoup aussi dans comment je peux dire ça dans l'interaction. Après, plus j'ai eu de l'expérience, puis je me suis impliqué au niveau des comités d'administration, j'ai géré des questions de budget pour des organismes communautaires. Et il y a cette espèce d'idée de oh mais là ça a l'air c'est un projet de contre le racisme. Je pense que vous devriez vous référer au bureau contre le racisme. Après, tu prends tes clics et tes claques, tu te rends au bureau contre le racisme. Ah, mais ça a l'air que c'est plus un projet relié aux sexualités, aux identités de genre. Je pense que c'est l'autre bureau.
Et là, on est comme, ben là, tu vois. Donc, c'est vraiment assez difficile c'est encore assez difficile de faire comprendre, surtout aux institutions, spécialement aux institutions québécoises, surtout, je parle par exemple au ministère de la Justice ou à des institutions comme ça, à les faire comprendre l'intersectionnalité et les besoins intersectionnels. Qu'est-ce que c'est qu'un besoin, qu'est-ce qu'un défi intersectionnel? Et ça, je pense que c'est là où je m'en suis rendu dans les dernières années. Et je sais pas comment ça va continuer, mais j'espère que la conversation va se faire. Ouais, fait que dans le fond, il y a une forme de déresponsabilisation encore. Ouais, C'est ouais, ça. ouais, il y a une déresponsabilisation, il y a aussi peut-être euh, comme une rupture, une fracture entre ce qui se passe sur le terrain et les politiques, les guidelines, comment, voilà, je sais pas d'autres mots, comment l'expliquer. C'est-à-dire que ouais, il y a vraiment comme entre les institutions et les personnes qui, en anglais, on dirait stakeholders, je sais pas comment dire ce mot en français, qui auraient comme un dire ou qui auraient un pouvoir sur la progression et l'évolution de nos oppressions. Ces personnes ne sont pas encore éduquées vraiment à la réalité de ce que sont nos oppressions, surtout en tant que personnes trans, noires, immigrantes. Ouais. Mais en même temps, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est évident qu'on doit en faire plus. C'est évident. Puis pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus? Pourquoi on commence à peine à faire toujours des reconnaissances du territoire non cédé à l'ouverture de chaque événement, tu sais. Et puis encore là, euh, on a à peine effleuré le sujet. Donc, je comprends pas pourquoi qu'en 2020, on est encore là à devoir pousser puis à devoir faire comprendre aux gens que c'est important d'avoir cette discussion-là. Même moi, je dirais que ça devrait être imposé aux primaires, là, une sorte de cours de sensibilisation. C'est vrai, une sensibilisation culturelle, une sensibilisation de SLGBTQ+, qu'on nous raconte aussi la vraie histoire. C'est comme, je comprends juste pas comment qu'on en est là encore. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est aussi une question de volonté politique en fait, parce qu'on va toujours se demander qu'est-ce que l'urgence en fait. Il y a que moi j'ai étudié en politique et je sais que une douleur de ce que j'ai appris dans mes études en politique, c'est que la politique est très électoraliste aussi. C'est ce qu'on comprend pas en tant que citoyen individuel, c'est-à-dire que le pouvoir le pouvoir politique cherche à comment je pourrais dire ça, à se réintroduire aux prochaines élections et aux prochains cycles de décision politique. Donc, quand tu es une personne trans, noire, immigrante, c'est ça, tu n'es pas, comment je pourrais dire ça, tu n'es pas au summum des priorités, mais c'est justement là que moi je reviens avec mon idée de une société qui va bien est une société qui montre qu'elle s'occupe de façon correcte des personnes aux marges. Et ça, ça peut ça peut être un projet politique, mais ce n'est peut-être pas un projet politique qui est entendu par la masse et, et puis aussi il y a beaucoup d'instrumentalisation. Nous l'avons vu aux dernières élections provinciales où il y a eu un racisme flagrant qui est venu directement de certains élus et quand ces élus ont été amenés à être présentés au Parlement, à l'Assemblée nationale, c'est là que, en tant que personne vivant ici, tu te dis, il y a du travail à faire, en fait. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire en région où il n'y a pas de visibilité, où nous sommes clairement des aliens que, que en dehors de Montréal ou en dehors des grands centres d'agglomération, personne ne connaît nos réalités. Donc c'est vraiment, comme tu dis, écoute, des programmes au primaire. C'est ça aussi que j'ai du mal à comprendre aussi pour une société qui s'est donné le porte-étendard d'être une société d'accueil et une société d'immigration comme le Canada et le Québec. On peut pas juste faire venir les gens et puis ne pas réfléchir à comment ces gens vont blend dans la société québécoise. C'est
il y a beaucoup d'emphase sur l'emploi, on va aider les nouveaux immigrants à trouver de l'emploi, etc. Mais moi, j'ai vécu plein de situations de racisme et de transphobie dans mes milieux de travail. Et certes, je suis allé à l'école, j'étais diplômé, j'ai eu les outils pour comment chercher un travail, comment trouver un travail. Mais arrivé dans ces milieux de travail, j'ai eu beaucoup de stress parce que il y a eu de la transphobie couplée à à du racisme mais j'avais pas d'outils en fait pour gérer ça en fait. Ouais. Ouais, quand tu parlais du Canadian Dream, t'avais pas douté parce que souvent, bon, on dit le Canada, les gens sont tant gentils. Puis c'est pas que les gens le sont pas, mais veut pas quand on habite à un endroit, on finit aussi par voir toutes les choses, les améliorations aussi qu'il doit y avoir, là. Comme tu parlais de Mm, politique, puis ça me fait réfléchir, je me dis, faut qu'il y ait une partie faut qu'il y ait une partie du travail qui vienne du peuple pour imposer mm, à la politique, mais il faut aussi une partie de la politique pour imposer au peuple. C'est comme un cycle, on dirait. On regarde d'un côté ou de l'autre, puis dans les deux cas, ça doit être un projet commun. Comme là, avec ce qu'il y a eu, les manifestations BLM, tout ça, je suis contente qu'on en ait parlé, mais j'ai peur que ça tombe, puis qu'on n'en parle plus, puis c'est pas juste parce que tout le monde le crie sur les toits maintenant, puis que demain, il y a quelque chose d'autre de sensationnel qui est passé aux nouvelles, que la douleur des gens n'existe plus. Ça me décourage un peu. Par exemple, tu sais, quand on parle du MeToo, puis particulièrement ce qui est arrivé dernièrement avec la vague de dénonciation, j'étais, don't get me wrong, j'étais très heureuse de voir qu'il y a quand même eu du changement, des prises de conscience dans la dernière vague, là. Par contre, je me suis dit, ben, sont où les femmes noires racisées, puis sont où les femmes trans noires racisées dans l'équation? mm. Fait que quand on dit pas de libération sans libération des personnes trans noires, c'est quoi les étapes? C'est quoi cette libération-là? Comment est-ce qu'on peut avancer vers ça en tant que société, puis s'assurer de faire mieux? Mais je pense, comme je vais revenir à ce que je disais peut-être tout à l'heure et mentionner qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que la communauté en fait, parce qu'une société c'est une communauté au sens large et comment on fait perdurer une société, comment on fait une société vivre en harmonie, c'est exactement en analysant les marges en fait, parce que il y a cette espèce de d'intérêt des politiques, d'intérêt qui de tout ce qui est large, de tout ce qui est la majorité, parce que encore une fois, c'est des réflexions électoralistes. Donc, quand il y aura un véritable courage de la part des politiques, et ce courage qui, en fait, ce courage sera, il y aura besoin d'éducation en fait. Il y aura besoin d'éducation parce qu'encore une fois, nous, toi, moi et beaucoup de, par exemple, les panélistes qui ont été partis de leur afro-fierté, et même on parle de fierté de Montréal. Montréal a certes ses difficultés, mais bon, après maintenant, si on va plus en région, si on va plus hors du centre d'agglomération, c'est encore plus difficile. Donc, c'est ça. Comment va se faire la libération des personnes trans noires? C'est avec une réelle une écoute des personnes trans noires, et après avec une prise de conscience de ce que c'est qu'être une communauté globale. Une communauté, c'est une communauté qui, par définition, prend soin d'elle-même, on se donne de l'amour, de l'affection, du soin, et même en termes de soins, on parle euh, tout simplement de soins de santé. Écoutez les femmes trans noires, écoutez-les comment c'est difficile d'avoir accès à des soins de santé, écoutez-les comment c'est difficile d'avoir accès à du logement, écoutez-les comment c'est avoir accès à un emploi. Donc, quand tout là j'ai parlé d'emploi, j'ai parlé de système de santé, j'ai parlé de logement, qui est la base des besoins pour se bâtir en communauté. Ce n'est pas, si ces besoins ne sont pas atteints, ça crée un déséquilibre, ça crée de la violence, ça crée de la marginalisation, et on a besoin de réduire euh, harm reduction, excuse mon anglicisme, de réduire les problèmes. Et ouais, donc beaucoup de courage et comprendre la définition de ce qu'on veut d'une communauté. C'est bien dit ça, tu sais,
comprendre la définition de ce qu'on veut d'une communauté, parce que je veux pas, il y a la grande communauté LGBTQ+, mais il y a aussi la Mhm. micro-communauté qui est rattachée à ça, qui est BIPOC. Mais il y a la grande communauté de Montréal ou la société, peu importe. J'ai l'impression que les gens qui s'identifient pas à telle ou telle réalité ont tendance à se séparer de cette réalité puis de ne pas se sentir concernés. Mais en fait, ces gens-là font aussi partie d'une grande communauté qui nous rattache tous. Quand on regarde la communauté autochtone, souvent, les Autochtones, les Premières Nations, je dirais, les personnes sont très heureuses d'accueillir les gens. Puis là, on entend des fois des personnes outragées qui sont comme ah ben là, pourquoi que les Autochtones veulent rien savoir de nous? Ben c'est pas ça. C'est comme respecter qu'on fait partie d'une grande communauté, puis on a aussi des micro-communautés, mais respecter que nos attaches, nos cultures sont ce qu'elles sont à part entière. Respectez-les, ne les prenez pas. Si on vous invite, venez. On va vous inviter de toute façon parce que c'est, tu sais, parler pas de libération sans libération des femmes trans noires, ça veut. Il y a des gens, je le sais parce que j'ai grandi dans une communauté majoritairement blanche. Je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, ben, tu sais, ça me concerne pas. Puis ça va juste être Mhm. une phrase de plus qui les offusque, mais pourtant, c'est le contraire, c'est une invitation à comprendre ou du moins à développer sa curiosité pour faire partie d'une communauté qui guérit puis qui devient plus saine. Faut comprendre que même si certaines réalités qu'on ne vit pas existent, on s'influence tous à travers nos différentes réalités dans tous les cas. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre ça aux gens? Moi, comme je disais plus tôt, j'ai l'impression que le dialogue a beaucoup à voir. Puis évidemment, on peut pas forcer les gens à être curieux s'ils sont pas. Je sais qu'on peut mettre plusieurs outils en place là, dans la société pour faire en sorte que ces réflexions-là, ils viennent plus naturellement. Et pourtant, en 2020, ils sont pas là. Mais ça va. Non, mais Donc, tu l'as bien dit, hein, tu l'as bien dit. Il faut juste, c'est ça, c'est après ça, ça va dans d'autres espaces. Il faut que, je sais pas moi, allez, on va rentrer en politique fédérale. Il faut que les Albertains comprennent que le problème des Québécois, c'est leur problème aussi. Il faut que nous qu'on comprenne en tant que Québécois et moi-même en tant que personne immigrée, il faut que je comprenne que mes problèmes sont intrinsèquement liés aux problèmes des Premières Nations et que ma libération, même en tant que femme trans noire aux marges, est intimement liée à la libération et à l'autodétermination des Premières Nations et que tout ça, en fait, c'est un cercle vertueux, en fait. Je suis profondément féministe, je suis profondément, je milite pour que toute personne dans le spectrum de l'identité de genre masculine ait la possibilité d'exprimer ses émotions et la possibilité de pleurer. Euh, je, je, je revendique le droit des femmes de ne pas vouloir d'enfants. Donc, c'est ça, c'est désoppresser toutes les strates de la population va faire que nous allons comprendre qu'il y a un sens de communauté qu'il faut que nous ayons tous et puis le plus tôt que tout le monde s'en rendra compte, le plus vite qu'on sera tous et toutes euh, heureuses, tu vois. Donc, ouais, bien dit en fait. c'est seulement où on pourrait tous se réveiller demain, puis avec oh, une certaine élévation de plus, une élévation de la conscience, tu sais. Je me demandais, par rapport à tout ça, c'est qu'est-ce qui te. Ça va peut-être être difficile de répondre à cette question-là, mais je veux dire, qu'est-ce qui te blesse plus dans la situation actuelle qui touche toi, tes intersectionnalités, les choses desquelles tu témoignes? Ce qui me blesse le plus, Ben, parce qu'en bout ouais, de compte, bon, on se fait dire qu'on est fâché, on se fait dire, tu sais, ça, puis ci, mais en fait, là, défriche tout ça, puis on est blessé, notre cœur est grand, puis on veut le partager, puis on veut qu'il soit aimé à sa juste valeur comme n'importe qui, puis on veut le partager aussi avec les autres, puis on veut ce sens-là de communauté. On sait qu'on n'est pas rendu là dans la situation actuelle, puis c'est pour ça qu'on en parle encore. C'est quoi, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile en ce moment par rapport à tout ça? Puis c'est pour ça que je te dis, c'est peut-être, tu peux avoir de la difficulté à répondre dans le sens, je comprends qu'il y a plusieurs choses difficiles, puis il y en a sûrement pas une plus qu'une autre, mais
en ce moment, toi, dans ce que tu vis, c'est quoi qui t'affecte le plus de la situation actuelle? Euh, Plusieurs points que je pourrais répondre, mais c'est juste au départ, c'est vraiment, je pense, que c'est une base dans toutes les conversations de ce genre, c'est la non-reconnaissance de mon humanité en fait. Et quand on ne reconnaît pas mon humanité, je suis un peu, je me pince, je me regarde, je fais, mais je suis humaine en fait. Je comprends pas pourquoi, parce que nos humanités veulent que si, par exemple, toi, Félicia, tu pleures, ben, bon, moi, je m'approche et tu sais, je t'épaule, je te fais un câlin ou je sais pas. Et en fait, ça se passe pas, en fait. C'est littéralement ça qui se passe pas. Je me demande pourquoi les femmes trans noires, elles pleurent, elles meurent, pourquoi les hommes trans noirs meurent. Et il n'y a pas, il y a pas une espèce de réveil humain, en fait, de tout le reste de la société. Alors que, par exemple, moi, en tant que femme trans noire, j'ai de l'humanité pour tous les autres pans de l'humanité, en fait. J'ai j'ai un profond amour pour que tu sois blanc, cisgenre, j'ai un profond amour pour toi, que tu sois je sais pas moi, que tu sois ontarien et que tu sois bisexuel. Mais les personnes trans noires, il y a personne qui les aime en fait. Et beaucoup de gens, nous sommes en marge, nous sommes hypersexualisés et même notre hypersexualisation, c'est encore de la déshumanisation. Il y a une violence, donc on est violenté, on n'est pas écouté, on est tué, c'est juste ça en fait. Je suis juste dans une incompréhension et je pense que quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la reconnaissance de notre humanité les rendra plus humains dans une certaine façon et ils ont besoin d'y arriver le plus vite parce que cette reconnaissance de mon humanité va les aider eux-mêmes en fait. Et il n'y a rien de plus beau que ça, que de voir qu'en reconnaissant mon humanité, tu t'aides. C'est ça, j'ai aucun effort à faire, t'as aucun effort à faire. Reconnais mon humanité, grandis en humanité et c'est de là et c'est de là que tout va partir, tu vois. Ça, c'est la base de la base. Et puis, quand on va s'élever, on va avoir plus de ressources, on va avoir plus de visibilité, on va avoir plus de respect, on va avoir plus d'accès parce qu'on est reconnu en tant que personne humaine, en fait. Merci. Donc, justement, libération égale humanité. Libération égale humanité. Voilà. En grand comme ça, quelque part. Pour les gens qui ne me connaissent pas, tu sais, moi et Oayo, on a eu la chance de travailler ensemble quelques fois, donc je la connais quand même bien, puis je voulais que tu nous dises ça. Je savais que ça s'enlignerait quelque part vers là. J'espérais précipiter Ben, un peu parce que c'est exactement ça, en fait. Puis t'es une personne qui a tellement d'humanité, tellement d'humanité. En tout cas, moi, je te vois, puis moi, je t'aime beaucoup. oh là là Puis là 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 justement, là. là, j'ai ma boîte de Kleenex à côté. Écoute, Mhm. Brooks, justement, Oui. ton long périple, il tire à sa fin parce que là, tu nous quittes bientôt pour de nouvelles aventures. Qu'est-ce qui se passe pour la suite en ce qui te concerne? Donc c'est ça, après 8 ans à Montréal, euh, en fait, et c'est ça, et pour les gens qui me connaissent un peu, et puis toi tu me connais un peu, Félicia, mais pour les gens qui me connaissent un peu plus, je n'ai jamais voulu être limité. La liberté, pour moi, est une valeur essentielle. Donc, ma liberté, ta liberté, nos libertés sont quelque chose que je revendique. Et parfois, en termes de liberté, c'est la liberté d'exprimer mon genre comme je le ressens. C'est la liberté d'accéder à certains espaces auxquels peut-être où je ne serais pas accueilli. Et c'est la liberté aussi euh, de visiter le monde, en fait. Et après 8 ans au Canada, j'ai pris la décision, j'ai réfléchi, j'aimerais retourner dans mon pays d'origine après avoir énormément appris, après avoir grandi. Donc, j'ai décidé de faire mes valises et de m'envoler au Rwanda parce que le Rwanda, mon pays d'origine, est un pays où je n'ai jamais vécu en fait. Ça, c'est assez intéressant dans mon parcours de vie.
mon pays de citoyenneté, de nationalité première est un pays où je n'ai jamais habité. J'étais en vacances plusieurs fois. Et puis je me suis dit, bah écoute, après avoir parcouru le monde, on rentre chez soi, quoi. On va apprendre les recettes de grand-mère, on va apprendre les petits secrets des villages, enfin des trucs comme ça. Mais c'est surtout aussi une espèce de quête d'identité et quête de what's gonna be the next step. Je me suis aussi, ouais, je me suis aussi donné une espèce de feuille de route de ce que je veux faire. Je veux visiter, je veux découvrir l'art, je veux parler aux personnes locales qui font de l'art. Il y a une grande communauté LGBTQ+ à Kigali, même si ce n'est pas très institutionnalisé, mais c'est même juste une vie sociale très riche. Et puis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça représente pour toi, justement, en termes, tu sais, tu as parlé de quête d'identité, mais tu as quand Mm. même déjà, tu portes des belles couleurs avec toi déjà dans ton identité, puis dans ton parcours, tout ça. Qu'est-ce que ça représente non seulement d'aller à ton pays d'origine, mais aussi d'y aller, comment je peux dire, d'y aller en tant que femme épanouie? Ouais, et puis c'est très drôle parce que donc je suis immigrante, donc le Canada encore une fois est un choix d'immigration. J'ai eu la chance de choisir de venir en ayant choisi. Et et puis il y a une petite anecdote juste comme ça rapidement. J'ai des copains de classe du secondaire qui j'ai entendu dire sur les réseaux sociaux entre eux qui disaient ah ben la Wayo elle se comporte comme ça parce qu'elle est au Canada, hein, elle peut et là et moi c'est comme oh non 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 non, tu sais cette espèce de aussi il y a cette espèce tu sais aussi encore une fois dans le marketing canadien international où on accepte les réfugiés LGBTQ, on accepte les migrants LGBTQ, venez habiter ici et vivre votre épanouissement naturel complètement. Et puis, je pense que j'ai l'honneur et j'ai la chance de pouvoir déconstruire ça et de montrer que nos vies, nos corps peuvent vivre, peuvent être célébrés dans nos pays d'origine autant que dans nos pays d'accueil, en fait. Et ça, c'est de l'audace, comme diraient plein de mes copines. Et c'est une audace que je m'en vais essayer. Et puis, j'ai toujours été très audacieuse dans ma vie. Et là, ça, c'est une grande audace que je vais essayer de faire. Mais écoute, Félix, tu auras des nouvelles, hein, mais je sais pas comment ça va J'espère. se passer. Mais c'est un anxiété quand tu as des papillons dans le ventre, là, et que tu sais pas comment ça va se passer, là. Moi, je me dis, mais par exemple, des petits trucs comme où est-ce que je vais avoir mon café latte au lait de soja, quoi. Genre, je me dis, oula. Ça, c'est quelque chose de très montréalais, ça, tu vois. Et moi, j'aime ça, mon café au lait de soja, tu vois. Et c'est des trucs comme ça que je dis, bon, bah, j'aurai plus tard. Mais j'aurai d'autres choses et je suis content de laisser mon lait de soja à Montréal. Ou peut-être de le redécouvrir ailleurs de d'autres façons. Je t'enverrai du lait de soya en poudre. My God, please. Mais là, tu t'en vas dans pas long, là, théoriquement. La dernière journée, c'est le 16 août et puis c'est ton départ. Ouais, donc la dernière semaine, c'est le 16 août et mon départ, c'est le 17 août. Donc c'est Wow. aussi très... Il y a aussi dans le village, pas dans la vie comme on dit là, comme des choses qui se passent, c'est comme... Moi, j'étais derrière mon écran sur mes emails, c'est quand tu m'as fait la proposition de curation, et puis quand je faisais mes plans de voyage, et puis mes plans de voyage, ça c'était que je devais partir le 17 août, et puis après, quand tu m'as proposé le plan de curation, j'ai vu que la fierté finissait le 16, j'étais oh là là, genre... c'est juste comme, on dirait que quelque part dans l'univers, quelqu'un a voulu que je fasse la curation et que hop, je saute dans l'avion et puis je m'envole. Donc c'est à 17 août, je m'envole pour de nouvelles aventures et juste aller hors de ma zone de confort et puis voir ce que ce stress d'être hors de ma zone de confort va pouvoir générer. Et je le mets dans l'univers, j'espère vraiment que de bonnes choses m'attendent et que et j'accomplirai de belles choses parce que j'en ai
Donc, ben, envie. Je suis sûre que tu vas amener ton fabulous partout. Donc, c'est sûr, c'est que tu vas nous manquer. Puis qu'est-ce que tu retiens finalement de la semaine de curation, toutes les discussions riches, tous les partages, le fait d'avoir fait affaire pour un tel projet avec Fierté Montréal? Qu'est-ce que tu apportes avec toi? Ce que j'apporte avec moi, c'est beaucoup comment je peux dire, beaucoup de savoir en fait. Honnêtement, même étant curatrice, je me suis rendu compte que j'écoutais les panélistes et c'était comme oh my god. J'avais presque envie de prendre des notes. C'est super intéressant ce qu'elle dit, ce qu'elle dit. Euh, donc j'ai beaucoup appris surprenamment, alors que je me disais, oh, je connais tous les panélistes, la plupart, je les connais, c'est des gens avec qui on a déjà eu des conversations. Mais donc, j'ai appris ça. J'ai appris aussi que avec de la volonté et de l'organisation disciplinaire, on peut faire beaucoup de choses. Ça m'a, tu sais, avec Fierté, avec toi, avec Kitty, à qui je fais un petit coucou. Euh, c'était très rapide, mais je pense que en se mettant comme délimitant les tâches, en se donnant des deadlines, en se donnant, travaillant sur le contenu et en étant bien entouré, on peut faire des choses merveilleuses. Et je pense que c'est une leçon que je prends avec moi, c'est être bien entouré aussi et être à l'écoute en fait. J'ai été bien entouré et j'étais très à l'écoute et puis ça a donné ce que ça a donné en fait. Et en termes de leçons de vie, presque, ça je le prends avec moi, je, je, j'en suis profondément reconnaissant à toutes les personnes avec qui j'ai échangé, avec Kitty, avec toi et voilà. On est reconnaissant et toi aussi. Et puis, qu'est-ce que, quelle est la dernière chose de toi que t'aimerais qu'on, quelle est la dernière chose que tu aimerais qu'on se souvienne de toi avant ton départ? Comment aimerais-tu quitter le Canada? Oh, tu me fais des réflexions auxquelles j'avais même pas encore. Mais on va y aller. Ah non, mais c'est ça, c'est juste franchement, si j'aimerais qu'on retienne quelque chose de moi, c'est que euh, je suis une personne qui est euh, comme euh, je perds mes mots. Je suis une personne qui est euh, le témoin de ce que peut être l'apprentissage sous toutes ses formes. J'ai atterri au Canada et j'ai appris beaucoup. J'ai atterri au Canada avec presque avec mon drapeau LGBT dans la valise en mode ça y est, c'est parti les copines, tu vois. Et j'ai appris énormément, surtout je ne remercierai jamais assez les personnes queer, trans, QT BIPOC de Montréal qui m'ont appris sur l'histoire, qui m'ont appris sur la résilience, qui m'ont appris sur la manière dont on construit une communauté. Euh, qui m'ont appris comment apprendre de nos erreurs et de nos défaites, en fait, parce que j'ai eu des défaites, j'ai eu des erreurs, et il y a eu des personnes autour de moi qui m'ont appris à me relever de ça. Donc c'est ça, c'est Montréal, et puis c'est pour ça aussi que je sentais que je devais partir, parce que j'ai passé 8 ans à apprendre, et c'est ce que j'ai appris à Montréal est quelque chose qui est très montréalais, et j'aimerais apprendre maintenant autrement, dans un autre espace qui va m'apprendre d'autres choses. Et puis, quelque chose que j'ai appris à Montréal, c'est de l'écoute, de la patience, de l'organisation, de l'aide en communauté, de la fidélité. La fidélité très important que j'ai appris dans cette ville. Et, euh, et, et puis l'amour à grande échelle, hein. L'amour, je te parle de l'amour de soi, l'amour en communauté, l'amour dans la résilience, l'amour dans l'organisation. Ça va nous amener loin. Et quand on réapprendra tous à aimer, au-delà de nos douleurs, au-delà de nos traumatismes, c'est là qu'on créera vraiment une communauté épanouie et digne de ce nom. Merci. Donc, qui est Ohio? Ah, Wayo est une J'adore te surprendre personne. avec des questions. Ah, Wayo Qui est est une Ohio? personne. Wayo, Wayo est une personne.
Ben, je me qualifierais d'une personne qui dans, aime découvrir la beauté du monde au-delà des frontières et au-delà des formes qui nous sont permises de la découvrir. Donc, que ce soit de la beauté à l'intérieur de nous, que ce soit de la beauté à l'extérieur de nous. Euh, Wayo est une personne qui aime découvrir, Wayo qui est une personne qui aime aller à la rencontre. Et Wayo va continuer à être cette personne qui va toujours, malgré elle, malgré ce monde qui est violent et qui est peut-être parfois inhospitalier aux personnes qui me ressemblent, j'irai, j'avancerai, je prendrai l'avion, je sauterai, je reviendrai à Montréal, je continuerai ailleurs et pour apprendre et pour donner de ce que j'ai parce que je suis bien une personne noire, mais j'ai aussi un métissage en moi qui m'a fait comprendre que c'est la plus grande richesse et que dans ce métissage, je dois rester fidèle aux personnes qui sont aux marges, qui n'ont pas peut-être la confiance en eux, qui ont peut-être plus de peur à avancer, à parler pour elles et à faire avancer les choses. Et si j'ai eu la chance d'avoir un peu plus d'aisance à l'oral ou dans la lutte, je le ferai volontiers. Ben, c'est ça, il faut le dire. Évidemment, c'était pas prévu dans la curation que Ouayo se fasse interviewer, mais j'ai cru que c'était très important pour qu'on connaisse la personne derrière la curation, une personne que moi je connais étant incroyable, sensible, tellement humaine. Puis la première curatrice de l'heure Afro-Fierté. Puis tu t'en vas. Bon, en tout cas. Euh, Et ouais. Merci, Wayo. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui ont suivi l'heure Afro-Fierté toute la semaine? Mais écoutez, j'ai posé cette question à tellement de panélistes et puis voilà que tu te la poses. Ah! Ben, C'est à ton oh, tour. c'est à mon tour. Donc, pour, euh, pour les personnes noires, écoutez, j'espère que quelqu'un qui et moi-même avons pu être à la hauteur pour vous présenter des sujets aussi variés que nos identités et que nous sommes toujours ouverts à des suggestions et des commentaires pour des constructions positives et pour les futures capsules de l'heure de la pauvreté ou sous une autre forme et c'est ça, et c'est dans la bienveillance, on est prêt à recevoir vos commentaires et à avancer de là et à rendre à Fierté plus accessible, à rendre à Fierté même plus attrayant, non pas uniquement accessible, mais aussi plus attrayant pour les communautés noires. Et si vous êtes une personne qui n'est pas afrodescendante, écoutez, je vous invite à vraiment vous questionner sur mon idéal et ce que j'expliquais de définition de la communauté et comment une communauté est un cercle de vie, d'échange qui se veut positif et bienveillant pour tous les membres de la communauté. Donc, en tant que personne blanche, comment pouvez-vous activement participer à l'épanouissement, à la libération et à la fin des oppressions des noirs et des personnes trans noires particulièrement. Et, euh, et Fierté a énormément de ressources là-dessus. Google aussi. Ah mais je pense encore une fois avec beaucoup de bienveillance, c'est sûr que vous serez des alliés incontournables et vraiment nécessaires. Fait que allons-y, en avant c'est devant, comme dirait un certain proverbe africain. Merci, Wayo. Et puis, aux autres personnes de la communauté qui peut-être sont perdues justement, se recherchent dans leur identité, qui vivent des situations difficiles, parce que disons-nous-le, en plus, la pandémie affecte d'autant plus les communautés marginalisées. Tu dirais quoi? Écoute, je dirais que nous sommes là, il y a, je suis peut-être seul ici devant l'écran, mais je pourrais pas finir ce panel en citant El Barbara, en citant Naomi Champagne, en citant plein de femmes trans noires à Montréal qui font le travail,
qui sont des activistes, qui sont des personnes au front. Euh, et il y a des ressources, les ressources sont là, les ressources sont encore certes très limitées, mais je veux que vous vous sentiez libre d'être visible, que ce soit dans vos communautés afro, que ce soit dans la communauté LGBT. Félicia est là, je suis là, même si je suis au loin, avec l'ère du digital. Euh, Contactez-moi, je vous redirigerai. Mais c'est ça, c'est moi, je veux vraiment que une communauté se crée. Et encore une fois, dans le sens où une communauté où vous serez épanoui à ce que vos vies, vos émotions soient écoutées. C'est difficile, certes, mais je pense un pas après l'autre, en fait, un pas après l'autre. Euh, Si aujourd'hui vous vous dites que vous avez fait quelque chose qui vous a sorti de vos oppressions, et, applaudissez-vous, donnez-vous une petite tape à l'épaule. Moi-même, c'est peut-être c'est une chose que je n'avais pas mentionné, mais avant, j'ai commencé ma transition à Montréal. C'est à Montréal que j'ai vraiment compris ma transidentité. La première fois que je suis sorti chez moi avec un- des talons ou une perruque, j'étais comme, oh my God, j'avais le cœur qui battait. Et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont accepté, qui m'ont aidé à traverser la rue tout simplement, aussi facilement que ça. Et de là, c'est créé une véritable belle aventure avec moi-même. Donc la communauté est là, la communauté est résiliente, la communauté est belle et c'est avec vous qu'elle pourra se construire. Donc et puis ne pensez pas que vous avez besoin d'être flamboyant, ne pensez pas que vous avez besoin d'être éloquent. Euh, Votre corps et votre expérience est valable sous toutes ses formes. Et je suis sûr que Félicia vous accueillera et plein d'autres gens. Oh. Stop! Oh my God! Mais non, mais ça me touche toujours quand tu parles. Ouais, je te remercie énormément. Dans le fond, Oh my God. pas de Oh, libération. Félicia. Sans libération des personnes transnoires, ça signifie humanité, communauté, écoute, partage, résilience, acceptation. C'est grâce à toi qu'on a appris tout ça cette semaine. Je te remercie pour ta belle curation. Fierté Montréal te remercie aussi. Je te remercie aussi personnellement. Puis, ça conclut l'heure Afro-Fierté, mais je vais te laisser dire le mot de la fin parce que ça sera la dernière, puis ça sera la tienne. Ben, merci Félicia, beaucoup d'émotions toujours quand je parle avec toi, quand il s'agit de discussions là-dessus. Moi, je m'étais préparé à ce que ça soit très émouvant, donc je me suis mis des garde-fous déjà, mais je suis autant ému que toi. Mais c'est ça, écoute, même si je m'en vais très loin, ma très chère communauté Montréal, je serai toujours, est une place qui sera toujours dans mon cœur. Je continuerai à suivre Fierté de loin. J'espère que j'aurai la chance de revenir physiquement pour participer à une autre édition de Fierté, même tout simplement en tant que festivalière, ça va me faire extrêmement plaisir. J'aimerais remercier encore une fois les membres de la communauté de Montréal, la communauté du Ballroom. Je remercie énormément ma House Sankofa. Je remercie la House Barbara, avec les personnes dont j'étais lié d'amitié. Et c'est ça, je remercie toutes les personnes noires qui, par, par une main tendue, par un câlin, par un sourire, qui m'ont senti valeureux, qui m'ont fait me faire sentir valeureuse, qui m'ont fait sentir authentique. Et je m'en vais avec ce bagage qui est un joyau de ce que Montréal peut refaire ressentir en termes d'appartenance à une communauté. Et je serais, j'en demanderai trop à l'univers de demander de revivre cette expérience parce que j'ai déjà vécu, c'était déjà une chance énorme. Et puis j'espère, je vous invite Montréal à continuer toujours à cultiver cet esprit de communauté, d'écoute, d'amour et de résilience dans toute sa beauté. Merci Oayo. Donc, c'était Oayo Duchimé pour l'heure Afro-Fierté. La justice réparatrice a le rapport à redonner aux communautés des plateformes pour s'exprimer librement et des espaces à eux, à elles, à ceux-là. Voilà. Je te remercie, Owayo.
Je te souhaite un bon voyage, puis une belle continuité. Merci Félicia. Bye.